Bonjour, je suis Frédéric Deblois, magnétiseur, géobiologue et communicateur animalier. Je n'ai pas toujours travaillé dans ce domaine. J'ai travaillé dans le domaine des travaux sur corde pendant une vingtaine d'années comme cordiste, conducteur de travaux ou chef d'entreprise. Mais j'ai toujours baigné dans le domaine des médecines douces. Mes parents étaient kinésiologues et formateurs en kinésiologie. Et donc, j'ai toujours suivi des formations de médecine douce, magnétisme, géobiologie ou communication animale pendant mon activité professionnelle, dans le but de m'installer un jour à mon compte, ce que j'ai fait il y a 5 ans. Donc la géobiologie est l'étude de l'environnement sur la santé, ou plutôt la prise en compte de l'impact de l'environnement sur la santé. Le mot géobiologie est composé de géo, l'environnement, bios, la vie, et logos, l'étude. Et donc cette prise en compte de l'environnement sur la santé regarde l'influence du sous-sol via les cours d'eau, les failles présentes sous la maison, l'influence de l'électricité et de l'électromagnétisme, et des énergies plus subtiles que sont les mémoires des murs, les mémoires des lieux, qui impactent aussi la santé. En géobiologie, on peut dire qu'il y a deux types d'influence. L'influence des éléments naturels, qui sont les cours d'eau, les failles, la nature du sous-sol, et les réseaux géomagnétiques ou géotelluriques, tels que les réseaux Curie, Hartmann ou Grand Diagonal. Ça, ce sont des réseaux naturels. Les autres perturbations prises en compte sont les interférences artificielles, comme le courant ou l'électromagnétisme, ou des influences plus subtiles d'ordre énergétique, telles que les présences, les mémoires des murs, les sorts ou les envoûtements. On peut considérer que ces perturbations altèrent la santé. Dans les réseaux naturels tels que les failles et les cours d'eau, il y a un déplacement d'un fluide qui crée des frottements le long des parois. Et le fluide se retrouve chargé en électrons et les parois en ions positifs. Et cela crée un déséquilibre cosmotellurique local qui finit par impacter l'organisme. Et les réseaux géomagnétiques tels que les réseaux Curie ou Hartmann renforcent cette perturbation. Après, l'électromagnétisme, lui, perturbe les échanges ioniques dans les cellules, ce qui à terme perturbe la santé. Et les énergies plus subtiles, mémoire des murs, mémoire des lieux, abaissent le taux vibratoire du lieu et donc baisse sa qualité énergétique. Et c'est la personne qui va finir par recharger le lieu et donc se fatiguer à terme. C'est comme ça qu'on peut comprendre l'influence de l'environnement sur la santé. Pour les réseaux naturels, on le fait par radiesthésie, en utilisant soit l'antenne de l'échelle ou des baguettes telles que les Radmaster ou les baguettes de sourcier traditionnelles. Et quand l'antenne réagit, on note l'emplacement de la perturbation et on le reporte sur un plan. Pour ma part, j'utilise l'antenne de l'échelle qui possède un curseur, donc on peut détecter, comme ça on peut ne détecter qu'un seul type d'anomalie, uniquement le cours d'eau ou le réseau Hartmann ou la faille. Après, pour ce qui est des énergies subtiles, j'utilise pendules et des biomètres ou des abacs pour déterminer la nature de la perturbation et sa nocivité. Et pour tout ce qui est électricité et électromagnétisme, j'utilise des appareils de mesure professionnels fabriqués par Gigahertz Solutions. Les plus nocives sont le croisement de cours d'eau. Et ce qui est encore plus impactant, c'est le croisement de cours d'eau sur lequel passent des réseaux Hartmann. Un impact très négatif sur la santé, parce qu'au droit de la perturbation, ceci va impacter les corps physiques et les corps énergétiques. Donc les organes qui seront directement au-dessus de la zone ne vont pas fonctionner normalement, ce qui peut amener sur le long terme à des maladies ou à des dégénérescences cellulaires. Par exemple, le réseau grand diagonal a un effet de multiplication cellulaire. On ne sait pas trop bien pourquoi, mais c'est constaté par l'expérience des géobiologues. Ça peut amplifier un cancer ou créer des excroissances osseuses ou d'autres problèmes de santé. Pour tout ce qui est courant électromagnétisme, on comprend maintenant que ça perturbe les échanges ioniques au sein des cellules. Donc, ce faisant, ça va finir par altérer les échanges cellulaires et pouvoir altérer le bon fonctionnement d'un muscle ou d'un organe. Il y a un autre effet des champs électriques, c'est que les bactéries considèrent ça comme une agression. Et donc,
quand quelqu'un dort dans un fort champ électrique, les bactéries de son corps vont émettre des toxines qui ont un effet inflammatoire sur l'organisme. Après, pour ce qui est des énergies subtiles, cela baisse le taux vibratoire du lieu. Et donc, c'est la personne qui va finir par recharger le lieu. C'est pas le lieu qui va apporter de l'énergie à la personne, et c'est la Ok. personne qui va se vider en énergie. Alors, quand c'est possible, le plus simple, c'est bien sûr l'évitement. Si un lit est placé au-dessus d'un point géopathogène ou d'un croisement de cours d'eau, si la chambre est assez grande et le permet, le plus simple, c'est de déplacer le lit, par exemple, ou le bureau. En fait, j'ai deux formations en géobiologie, la première avec Géobios, d'Alain Deluzan, et la seconde avec Pierre-Alexandre Nicolas de Géobiologia, pour avoir plus de ressources et d'outils à ma disposition. Parce que quand on ne peut pas déplacer le lit ou le bureau, il faut, dans ce cas-là, atténuer la nuisance. Les réseaux Curie, par exemple, peuvent être déplacés avec des masses ferromagnétiques. Et on place des masses ferromagnétiques sur le réseau Curie et on les déplace jusqu'à le sortir du lit. Le réseau Hartmann peut être déplacé par effet de pointe. Après, les cours d'eau et les failles sont des éléments physiques qui ne peuvent pas être bougés. Donc la seule solution, c'est de faire remonter le taux vibratoire de la perturbation pour atténuer son effet sur la santé. Et donc on peut le faire par des dispositifs en cuivre, des huiles essentielles, des minéraux ou des dispositifs en onde de forme. Mais avant de proposer des solutions, il faut réaliser les mesures sur place. Déjà, le premier problème, c'est que l'exposition aux ondes électromagnétiques ne cesse de croître. Entre la 5G, la 6G, les satellites qui émettent de la téléphonie mobile en permanence. Donc, il faut vraiment s'assurer que les lieux de vie soient propices à un bon ressourcement et que les gens ne soient pas exposés chez eux. Après, il y a l'impact des éoliennes qui est difficile à mesurer, mais on comprend maintenant qu'elles ont un impact à grande échelle. Et pour l'instant, il y a peu de solutions pour s'en protéger. L'idéal serait que la médecine et le secteur de la construction prennent en compte la géobiologie pour construire des maisons saines dès le départ. Et, et cela pose problème dans un monde qui est basé sur le profit et la vision à court terme. On peut changer si on peut changer de paradigme ou la vision économique. C'est considérer que c'est le bien-être la priorité et pas juste de gagner de l'argent rapidement. Le feng shui traditionnel en Chine prenait en compte ce qu'ils appelaient les veines du dragon, qui correspondaient aux failles et aux cours d'eau. La différence avec le feng shui, c'est qu'ils prennent en compte une forme d'astrologie, la date de création de la maison, l'orientation de la maison, que l'on fait moins en géobiologie. Mais ce sont deux visions complémentaires. Oui, en Chine, c'est une forme de géobiologie, le feng shui. Mhm. On peut considérer que le magnétisme est un échange d'un fluide électromagnétique entre le thérapeute et le consultant. Et que cet échange de fluide va permettre au corps du consultant de se réharmoniser énergétiquement afin de retrouver un meilleur état de santé. Je me suis toujours demandé si je pouvais devenir magnétiseur depuis mon enfance. Et enfant, j'entendais que c'était un don qui se transmettait de magnétiseur à magnétiseur. Et en fait, non. Et un jour, j'ai voulu savoir si je pouvais devenir magnétiseur parce que j'avais cette idée qui me trottait dans la tête depuis toujours. Et je me suis inscrit à un stage de formation en magnétisme. Et durant la formation, les autres participants me disaient que quand je les magnétisais, c'était plus intense et ils ressentaient plus d'efficacité. Donc cela m'a confirmé que je devais continuer dans cette voie. Avant de me lancer en magnétisme, j'ai voulu me confirmer que je pouvais le faire et surtout suivre une formation pour avoir des protocoles. Parce qu'en magnétisme, il y a différents types de passes énergétiques. Alors, ça se fait par l'imposition des mains, mais suivant les protocoles, ça ne travaille pas sur la même chose. Donc, on peut considérer que le magnétiseur émet un fluide qui peut être de la lumière ou un fluide électromagnétique qui va rééquilibrer le corps du patient. Mais le magnétisme permet aussi d'enlever des points de blocage ou des nœuds. Le but, c'est que la circulation entre les corps énergétiques du patient et son corps physique soit réharmonisée et que la circulation dans les méridiens et les chakras se fasse naturellement. Car s'il y a des points de blocage, cela va perturber le fonctionnement des organes qui y sont reliés et à terme altérer leur bon fonctionnement et leur état de santé.
l'intérêt de faire recirculer l'énergie et d'enlever les points de blocage, c'est que tout le corps fonctionne en harmonie. Les troubles principaux, ce sont tout ce qui est problème de peau, psoriasis, eczéma, pour couper le feu, pour la radiothérapie, enlever le zona. Après, tout ce qui est problème de maladies inflammatoires ou de douleurs chroniques. Le magnétisme a un très fort effet anti-inflammatoire et pour supprimer les douleurs. Après aussi pour le stress chronique et les fatigues persistantes. Le magnétisme permet de redonner de l'énergie, donc à la personne d'aller mieux. Pour ma part, j'ai souvent de bons résultats et les personnes retrouvent un état de santé stable et une diminution de leurs problèmes de santé. Par exemple, la maladie de peau va diminuer ou le zona va être enlevé au bout d'une ou deux séances. Que le consultant s'implique dans sa guérison et n'attende pas tout du thérapeute. C'est pas la même vision que d'aller voir un médecin et de prendre un médicament et de dire je vais être guéri. Il y a aussi une participation de la personne dans son soin et sa guérison. Pour ma part, je consacre toujours le début de la séance à écouter la personne et à définir un objectif. Et après, je teste par radiesthésie les différents protocoles que je vais utiliser en fonction de son problème. On peut définir une séance type de magnétisme par détermination de l'objectif, un rééquilibrage énergétique, après le nettoyage ou l'enlèvement des blocages énergétiques s'il y en a, puis l'utilisation de passes magnétiques pour régler le problème spécifique. Si c'est un problème de peau, c'est pas les mêmes passes magnétiques que pour enlever le zona ou que pour traiter une douleur. Donc, c'est des passes spécifiques pour cela. Et si nécessaire, j'utilise des outils de libération émotionnelle issus de la kinésiologie pour faire un travail global. La limite du magnétisme, on ne peut pas traiter une maladie grave une fois qu'elle s'est installée. On peut accompagner un malade et la médecine. Mais je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un est victime de stress chronique au travail, s'il vient consulter un thérapeute au début, on pourra l'aider rapidement à retrouver un état de santé stable sur le long terme. Mais si la personne reste dans ce mal-être au travail pendant 10 ou 15 ans, cela peut dégénérer en maladie grave. Et dans ce cas-là, le magnétiseur ne pourra rien faire. La personne devra se tourner vers la médecine classique qui devra le soigner. Mais on ne pourra que l'accompagner. Et donc la limite du magnétisme, c'est quand la maladie est installée. Oui, le magnétisme est complémentaire de la médecine, comment dire, de la médecine allopathique. Les médecins regardent le corps physique et les symptômes, et que nous, on se place du côté énergétique et émotionnel. Et c'est en ça que c'est complémentaire. Et si la personne attend tout de l'extérieur, sans comprendre ce qui ne va pas chez elle ou dans son mode de vie, ce sera difficile de la traiter. Donc le magnétisme prend, comme la géobiologie, en fait, prend la personne dans son ensemble. Et que la médecine classique va traiter que les symptômes. C'est encore une fois en ça qu'on est complémentaire. La communication animale est un échange télépathique entre la conscience de l'animal et la conscience du thérapeute. Et la façon dont j'aborde ça, c'est en vue du mieux-être de l'animal et de la compréhension de sa propre problématique. Pas celle de l'humain uniquement, mais de comprendre l'animal et ce qui est nécessaire pour lui à un moment donné. Pour ma part, j'ai toujours su que c'était possible, car petit, j'étais très proche des animaux et j'étais certain que ce que disait saint François d'Assise sur le fait qu'il parlait directement aux animaux était vrai. C'est ce qui m'a amené à me former à la communication animale. Je pense que tous les communicateurs animaliers utilisent à peu près la même méthode. Il s'agit de se placer dans un état euh, différent de la méditation, mais un état où le mental et l'ego sont en pause. Et dans ce cas-là, on peut créer un espace énergétique que l'on appelle souvent un espace merveilleux. Tout le monde en a un. Et dans cet espace-là, on peut inviter la conscience de l'animal à venir sans crainte de parasitage. Et une fois que les deux consciences sont en connexion, on peut commencer le dialogue. La communication animale permet d'avoir le point de vue de l'animal sur la situation ou d'expliquer son comportement ou son changement de comportement. Et le bénéfice pour le propriétaire ou l'humain est de mieux connaître son animal
et de lui offrir un cadre de vie plus harmonieux pour tout le monde et d'avoir une relation plus profonde avec son animal. Ah, oui, je peux vous donner plusieurs exemples de, de cas où la communication animale a été efficace. Par exemple, il y avait une personne qui m'avait consulté parce que le chat faisait toujours en dehors de sa litière. Il faisait ses besoins en dehors de la litière. En fait, le chat m'a expliqué, pour lui, c'était plus propre de faire ça sur le carrelage, parce que le carrelage, c'était lisse et facile à nettoyer. Tandis que dans la litière, ça restait plus longtemps et c'était difficile à nettoyer. Et donc, le chat avait conclu que le carrelage, c'était plus propre. Et en fait, une fois que le chat a compris que c'était bien dans la litière qu'il devait aller, il a changé son comportement. Et donc, ça a rendu la vie de sa maîtresse plus facile et le chat avait adopté un comportement plus normal, entre guillemets. Mais parce qu'il a compris à quoi servait la litière, mais dans sa logique première, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Un autre cas qui a été spectaculaire, c'était un petit chat qui était malade, que j'ai vu dans une maison où je suis intervenu pour faire de la géobiologie. Et les maîtres m'ont expliqué que le chat était malade depuis plusieurs semaines et que le vétérinaire n'arrivait pas à le soigner. Et en fait, le chat m'a expliqué, c'était un petit chat, il avait quelques mois, il m'a expliqué que les enfants l'avaient blessé en jouant au football. Mais il l'avait pas dit aux parents. Et après que le chat m'a expliqué pourquoi il était blessé, le lendemain, il a commencé à courir normalement et son état de santé s'est amélioré très rapidement. Mais en fait, tant que le chat n'avait pas exprimé la cause de son problème, en fait, il n'arrivait pas à guérir. Les limites de la communication animale, c'est de donner des ordres aux animaux ou de les dresser via la communication animale. Pour réaliser une communication animale, il faut se placer dans un état d'altérité avec l'animal et pas de domination. Si on veut faire une communication animale avec un objectif de domination ou d'emprise sur l'animal, cela ne marchera pas. L'autre limite, c'est que l'animal a sa propre vision du monde. Et quelquefois, son comportement, même s'il déplaît à l'humain ou ne correspond pas à ce qu'on voudrait, est cohérent pour lui. Et donc, si on fait une communication avec l'animal et qu'il explique que lui ne veut pas changer parce qu'il est bien comme ça, l'humain pourra dire que la communication animale ou la séance n'a pas fonctionné parce que l'animal n'a pas changé. Mais en fait, l'animal a bien exprimé son besoin propre. Et c'est ça qu'il faut entendre. Et la limite, c'est comme ça qu'on peut l'avoir. Mais c'est uniquement du point de vue de l'humain que ça n'a pas fonctionné. Du point de vue de l'animal, ça reste juste. J'ai suivi 2 formations. En fait, comme je l'ai exprimé, j'avais ça en tête depuis longtemps. Et quand j'ai découvert sur Internet la formation de France Peria Panchita d'Animal Contact, d'initiation à la communication animale, je me suis inscrit. Et après, pour aller plus loin, j'ai suivi le module de formation professionnelle d'Anna Evans, qui est une formation complète. Par exemple, en Suisse, les vétérinaires sont beaucoup plus ouverts à la communication animale. Donc, ils l'intègrent dans leur protocole. Et dans ce cas-là, on peut prévenir les animaux qui vont être opérés ou, ou, ou encore une fois interagir avec eux en fonction des soins. En France, c'est beaucoup plus difficile. Donc, l'idéal, ce serait que la communication animale soit adoptée par les vétérinaires ou mieux comprise par les vétérinaires, mais aussi par les dresseurs et les éleveurs. Parce que la plupart d'entre eux restent dans une position de domination où l'animal doit obéir sans réfléchir. Alors, il y a plusieurs façons de recevoir l'information une fois qu'on est dans l'état énergétique qui le permet. Il y a des personnes qui reçoivent des mots ou qui parlent directement comme un dialogue, comme on est en train de le faire. D'autres personnes qui ont une réception plus kinesthésique, qui vont ressentir dans leur corps, ou recevoir des images, ou des sensations de goût ou d'odorat. C'est souvent un mélange de tout. Mais pour ma part, le canal principal pour la communication animale, c'est le canal auditif. Donc j'entends l'animal et je lui réponds par télépathie, en dialogue. Quelquefois, je peux aussi recevoir des images. Mais c'est pas une étude du comportement de l'animal du langage non verbal, comme peuvent le faire les comportementalistes. C'est réellement un dialogue avec la conscience de l'animal, où il répond aux questions. Ben, déjà, les personnes peuvent consulter mon site internet, www.deblois-magnétiseur.fr, où il y a toutes les informations et le détail. Ma chaîne YouTube, où il y a des vidéos sur différents thèmes.
Après, pour les séances de magnétisme, il y a deux types de séances. Soit la séance en cabinet, le cabinet est à Sainte-Tulle à côté de Manos, soit des séances à distance. Le coût d'une séance, c'est 60 € pour 1 heure et demie. Après, pour la communication animale, cela se fait à distance. Il faut m'envoyer les photos et les questions pour l'animal. Le coût de la séance est 50 € et ça peut comprendre aussi une libération émotionnelle si nécessaire. Après, pour la géobiologie, je me déplace chez les gens. Je ne fais pas la géobiologie à distance. Donc là, je me déplace principalement en région PACA. Il y a deux types de forfaits. Ou un forfait au mètre carré, c'est 5 € du mètre carré. Cela comprend la réalisation d'un plan à l'échelle, la détermination de tous les réseaux présents dans la maison et l'implantation sur le plan, plus une étude de l'exposition aux ondes électromagnétiques et un nettoyage énergétique. Et après, il y a un prix horaire à 80 € pour des interventions spécifiques ou uniquement pour l'exposition aux ondes électromagnétiques ou pour contrôler une ou deux pièces. Donc, les personnes peuvent adapter en fonction de leurs besoins.